Est-ce que l'organisation de la santé en France permet la mise en œuvre d'une bonne politique de recherche ? S'agissant de l'organisation de l'offre de soins en santé dans notre pays, pour ma part, je pense qu'elle doit être refondée et il y a beaucoup à redire et à refaire et j'essaie de m'y employer parce que je pense que l'offre de soins essentiellement basée sur le médecin est quelque chose qui est dépassé. Il faut faire participer tous les professionnels de santé et pas simplement les médecins à la santé, ce qui est une erreur qui est commise dans notre pays, me semble-t-il. Maintenant, est-ce que l'organisation de la santé est propice à la recherche dans le domaine médical et dans le domaine de la santé ? Tout dépend de ce que l'on entend. Je trouve que la recherche dans le domaine de la santé publique est une recherche qui est relativement faible, qui doit être bien améliorée. Il n'y a pas les organisations qui nous permettent d'avoir des indicateurs et des clignotants qui s'allument chaque fois qu'un événement se produit. C'est pour ça qu'on met toujours un temps de retard à réagir et on est plus dans la réaction que dans la proactivité. Ceci étant, pour ne pas donner l'impression que tout ce qui est organisé est négatif, je pense qu'on a quand même une recherche médicale qui est de très bonne qualité. Le prix Nobel que l'on vient d'avoir à Strasbourg le démontre. Simplement, il y a probablement à mieux identifier les centres sur lesquels il va falloir faire peser l'ensemble des moyens que nous affecterons et éviter d'avoir une recherche un peu trop disséminée qui est probablement pas assez efficace et efficiente. L'imagerie médicale a fait beaucoup de progrès dans le siècle dernier. Récemment, on a vu des images qui est beaucoup plus impressionnante de visualisation presque de la pensée. Je voudrais savoir qu'est-ce que vous en pensez et quelles seront les évolutions possibles de cette technique. Merci. Monsieur Vincent. Oui, je recuse le terme de pensée, c'est un peu flou ça, le terme de pensée. On ne sait pas trop ce que penser veut dire, comme dit Heidegger. Mais ce qu'on fait maintenant grâce à de la résonance magnétique nucléaire fonctionnelle à très forte définition, on peut localiser avec précision le cerveau en activité pendant un acte donné ou un choix, par exemple. Choisir de voter à gauche ou choisir de voter à droite, vous voyez, par exemple. Ou appuyer sur un bouton à gauche ou appuyer sur un bouton à droite avec un sec. On a fait des expériences en résonance magnétique nucléaire qui ont montré une conclusion très, très intéressante, auquel je m'intéresse beaucoup en tout cas, c'est que ce qu'on croit être un acte volontaire conscient, qui se produit donc lorsque vous faites un choix, vous choisissez de gauche ou le bouton de droite, candidat de droite ou candidat de gauche, ce sera le sujet de ma prochaine chronique dans l'Express, mais quel que soit le résultat. Mais ce dont on s'est rendu compte grâce à l'imagerie, c'est qu'en réalité, la décision a été prise quelquefois jusqu'à 1 à 2 secondes avant. On voit une autre région, dans la région pariétale notamment, qui est activée. Le plus souvent, mais en tout cas, c'est quelquefois plus court, mais en tout cas, il y a une précession du fonctionnement du cerveau à la conscience. La conscience ne fait que suivre l'intention que l'on croit être immédiate. Autrement dit, moi j'ai l'habitude de dire la conscience c'est un problème parce que c'est une illusion. L'illusion que je choisis à ce moment-là, si c'est une illusion, c'est en quelque sorte un déni de réalité, une hallucination. Donc la conscience n'est pas réelle, si vous voulez. Donc c'est un peu un jeu de paroles. Je veux dire, la conscience, en réalité, elle existe, mais elle est retardée par rapport à l'action et donc par rapport à la pensée. Vous voyez, toutes ces choses-là, on peut les résoudre aujourd'hui, mais sans abus,
par l'imagerie du cerveau. Est-ce qu'un jour la science nous fera vivre jusqu'à 150 ans et est-ce souhaitable? Quand on parle de ça, on mélange deux choses. On mélange l'immortalité, on a beaucoup parlé du clonage il y a quelques années. Là, il y a une pause, mais ça reviendra. Donc l'immortalité, dont a parlé un peu Jean-Didier Vincent, avec le fait de congeler les gens en attendant qu'on soit capable de les faire vivre pour toujours. Bon, à mon avis, c'est vraiment pas un but qu'on peut se fixer. Et puis il y a le vieillissement. Alors le vieillissement, c'est autre chose. Il n'est pas contraire à la nature humaine. La nature humaine, elle n'est pas faite pour vivre un certain temps. Elle est faite pour vivre d'une certaine façon, éventuellement, et c'est complètement artificiel. Donc, même si on vit 200 ans, on ne change pas la nature humaine. Simplement, il y a plus de gens à nourrir, il y a plus de gens sur la Terre. Donc, le vieillissement n'est tolérable qu'à condition que les vieillards continuent d'avoir une place dans la société, c'est-à-dire dans la production, dans l'activité, dans différentes choses. Autrement, effectivement, ça pose un très gros... Je voudrais dire qu'on s'imagine, parce qu'actuellement, on vieillit d'1 mois tous les ans. Enfin, la durée de vie augmente d'1 mois tous les ans. C'est extraordinaire. Mais c'est en train de changer. Aux États-Unis, ça y est, c'est fini. Et ça va sûrement arriver chez nous. Il se trouve que les pollutions, vraisemblablement, en particulier par l'agro-industrie, les pollutions pour tous les produits chimiques dispensés dans la nature et dans les produits qu'on mange, ont un effet sur la santé, parce que là, on parle de choses merveilleuses, très sophistiquées, mais les gros problèmes de santé aujourd'hui, c'est des cancers qui sont dus à l'environnement, l'obésité, qui est due aussi à certaines façons de vivre, les allergies, qui sont dues à un environnement modifié. Donc, c'est pas l'avenir médical, le progrès médical n'est sûrement pas de sophistiquer de plus en plus, mais peut-être de faire une médecine pour tout le monde et d'éviter de faire de la prévention largement pour éviter toutes ces pollutions qui sont dramatiques. Donc, je reviens juste sur le point du vieillissement. Il est vraisemblable que c'est fini, que tous les rêves de vivre 130 ans, ils s'arrêtent là. Les Américains, je vous dis, il y a un recul. Ils ont commencé à bouffer des pesticides avant nous, donc ils ont 20 ans d'avance, et nous, on va voir ça arriver. Le génome. Non mais attends, c'est quand même, il est là. Vous savez combien combien ça vous coûte de vous faire votre génome, DNA et RNA, enfin tous vos gènes, actuellement? Ça coûte combien, monsieur Vincent? Je sais pas, mais c'est... $1,300. Chez Greg Venter, et pas en très cher. 2020, dans 5 ou 6 ans, ce sera $100. Oui, c'est alors rien. c'était $1,5 million il y a encore non. 5 ans. Mais si vous me permettez d'aller plus loin, c'est quelque chose qui va nous permettre de mesurer toutes les prédispositions. Avec éventuellement quelquefois des possibilités thérapeutiques ou pas de possibilités thérapeutiques. C'est pour ça que je suis déçu par M. Testard. Non, et la question, et la véritable question, c'est que c'est aussi quelque chose qui a une puissance économique inimaginable. Actuellement, les boîtes qui s'occupent de génomique, elles sont où? Elles sont aux US. Et c'est qui? C'est Google. Je les ai visités. C'est des filiales de Google. L'ancienne Silicon Valley est en réalité entièrement investie aujourd'hui dans les nanotechnologies. Non, mais je parle pas des... Non, dans les converging technologies, notamment les technologies du vieillissement. Je parle de génomique, et la principale boîte de génomique dépend de Google. Actuellement, il y en a une autre, un truc. Oui, mais c'est quelque chose qui vous prévoit le futur, que vous fait connaître vos prédispositions, qu'on ne peut pas traiter, et ça a quand même beaucoup de sens. Alexandre Legrand, à qui on proposait soit une vie longue et ennuyeuse ou une vie brève et glorieuse, a choisi une vie brève et glorieuse. Le tout, c'est pas la longueur face à l'infini, c'est face... La vie traverse le temps. Vous avez des enfants, monsieur Vincent? Vincent, c'est vous? Ma définition de l'immortalité, c'est ce que j'appelle la communion des saints. C'est emprunté à Bernanos, ce concept, et au credo des chrétiens. Ça veut dire qu'on transmet sa propre vie dans sa descendance génomique. Surtout, mais attention, moi je suis pas curé, mais j'avais compris tout ça. N'oubliez pas cette dimension. Ce qu'on transmet, c'est l'amour qu'on donne à l'enfant, c'est toutes les valeurs qu'on lui donne, c'est tout ce qu'on lui donne en faisant de lui ce qu'il est, et on retrouve un peu de ce que vous êtes. Et c'est ça que j'appelle la communion des saints. 50% des gènes qui viennent du spermatozoïde et de l'ovule. Mais les spermatozoïdes et les ovules, ils sont eux-mêmes, ils ont été triés par la vie que vous avez menée. La médecine, avant l'arrivée de la thérapeutique, c'était une médecine personnalisée, avec le médecin qui allait auprès de chaque malade, qui n'avait pas grand-chose à lui proposer, le soulager un peu, quelques médicaments qui existaient. Et puis sont arrivés les grandes
grands médicaments, d'abord avec les vaccins, avec Pasteur, ensuite les antibiotiques, le miracle de Fleming. On a traité de manière massive des populations. Derrière, on a fait de l'évidence-based médecine, on voit de nouveau des médicaments qui apparaissent. Et là, maintenant, arrive une nouvelle... Et on voit que ce système est maintenant à bout de souffle, parce qu'on veut maintenant traiter des gens qui ne sont pas malades. On fait des syndromes pré-hypertensifs, on trouve des médicaments pour des gens qui... C'est la médecine du docteur Knock. Maintenant, avec cette connaissance de la génomique et avec ces facteurs qui sont des facteurs de prédisposition et non pas des maladies, c'est ça qui est très important de comprendre. Il n'y a pas, à mon sens, de maladie génétique. Il y a des facteurs plus ou moins prédisposants pouvant aller jusqu'à une maladie éventuellement. La nécessité d'avoir une médecine beaucoup plus personnalisée, et on le voit dans le cancer du sein, aujourd'hui on parle de détection massive, on voit qu'on est un peu à bout de souffle sur cette détection massive, même s'il faut continuer à faire des mammographies de détection, mais qu'il y a probablement des populations qui ont des facteurs favorisant le BRCA1, BRCA2, qu'il faudrait les identifier. Et c'est vrai aussi dans les infections. Il y a des populations qui sont beaucoup plus sensibles aux infections que d'autres. Il y a plus de méningites dans le nord de la France, et on ne sait pas trop pourquoi, probablement qu'il y a des facteurs génétiques. Il faut savoir adapter ces traitements, et je pense que l'avenir de la médecine, elle est là, c'est de faire une médecine plus personnalisée, avec des traitements plus adaptés à chaque individu. Ce qui va se développer de plus en plus en médecine, c'est la médecine prédictive à partir de la génomique, mais il ne faut pas se faire d'illusions. Tant qu'on n'est pas capable d'appliquer des thérapies géniques, il y a très peu de moyens d'éviter un destin. Autrement dit, la génétique, elle est très peu médicale, elle est surtout policière. Actuellement, il y a des études, là encore c'est aux États-Unis, qui font qu'on adapte le traitement en fonction de certains types génétiques. Et là, et c'est vrai pour bien d'autres maladies, et je crois que ça a énormément de sens pour, ce que disait Laurent, améliorer la qualité de vie, parce qu'on est là pour améliorer la qualité de vie, pas pour autre chose. Actuellement, les prédispositions génétiques dont on parle, les facteurs de risque, c'est des corrélations entre une chose et des milliards d'autres qu'on ne connaît pas, c'est-à-dire qu'on peut trouver des prédispositions à n'importe quoi, chez n'importe qui, on peut les quantifier, mais ça ne permet pas de savoir si cette personne sera malade, et ça ne permet pas non plus de la soigner, bien sûr. On voit de plus en plus du cancer du sein. Et une des contre-indications du cancer du sein, c'est le TSH, c'est-à-dire le traitement substitutif hormonal. Est-ce qu'on peut conclure que ce traitement va faire exploser le cancer du sein? Si c'était le cas, étant donné que ce traitement ressemble beaucoup à la pilule, que peut-on dire de la pilule? Il y a effectivement une corrélation claire entre la mise en route de traitements hormonaux substitutifs et avec une augmentation du risque de cancer. Mais là encore, ça dépend aussi du type de patient. Il est clair qu'il y a des groupes de patients pour lesquels il ne faut pas mettre de traitement hormonal substitutif, car le risque est très important. Soit ils ont effectivement ce gène BRCA1, BRCA2, ou un autre qu'on ne connaît pas, ou un risque statistique familial, et là on sait qu'on risque de faire flamber ce risque. Mais dans d'autres populations où il n'y a aucune historique, rien du tout, probablement que ce traitement ne porte pas de risque. Sur votre question de la pilule, c'est une question qui revient régulièrement. C'est pas aussi clair que ça. C'est-à-dire que si on dit oui, la pilule peut augmenter le risque, il y a aussi le fait que plus on a une maternité tardive, plus on a un risque de cancer du sein. Et évidemment, si vous prenez la pilule, c'est pour avoir une maternité peut-être plus tardive. Mais ce n'est pas la pilule en tant que telle qui est la responsabilité. La corrélation que l'on a entre deux événements n'est pas forcément la causalité. Et ça, c'est très important dans notre société. Nous sommes dans un système complexe entre les facteurs environnementaux, nos facteurs intrinsèques, nos facteurs génétiques, nos facteurs alimentaires. Et vouloir analyser un élément où on voit qu'on a une corrélation ne veut pas dire qu'en modifiant cet élément-là, on va absolument guérir tous les patients. Je crois que c'est très important. C'est pas pour ça que demain, il faut supprimer la pilule et supprimer le traitement hormonal substitutif. Il faut simplement le donner à bon escient. Oui, bonsoir Michou Poli. Je voulais aussi dire que peut-être on trouve mieux les cancers du sein parce qu'on les cherche plus. Et en cas de traitement substitutif hormonal, c'est aussi parce que les femmes sont mieux suivies. Je crois qu'il y a aussi là un biais de recrutement qu'il faut souligner. Non, il y a une augmentation du nombre de cancers du sein dans tous les pays occidentaux. C'est pas parce qu'on les trouve mieux, c'est parce qu'ils sont en augmentation. On les détecte certes plus tôt, mais il y en a de plus en plus. Pour le sein, vous savez très bien, tu sais très bien comme moi, qu'il y a actuellement des études très récentes qui prouvent que trop de mammographie déclenche un certain type de cancer du sein. Oui, je veux dire, donc c'est pour ça qu'avec les deux chirurgiens ont voulu pousser ce débat vers la génomique, parce que je crois que c'est quelque chose d'essentiel, ça peut tout bouleverser.